Cinquième exposé. Dans les rêves compliqués et confus dont nous allons nous occuper, il n'est pas possible de ramener à la condensation et à la dramatisation la tonalité du sentiment de non-analogie entre contenu du rêve et pensée du rêve. Il existe des témoignages de l'action d'un troisième facteur qui mérite d'être soigneusement rassemblé. Lorsque je suis parvenu, grâce à l'analyse, à connaître les pensées du rêve, je remarque avant tout que le contenu manifeste du rêve traite de tout autre matériau que le contenu latent. Ce n'est à vrai dire qu'une apparence qui s'évanouit après un examen plus attentif, car à la fin, je constate que tout le contenu du rêve est mis en œuvre dans les pensées du rêve et que presque toutes les pensées du rêve sont remplacées par le contenu du rêve. Cependant, il subsiste quand même quelque chose de cette différence. Ce qui, dans le rêve, était posé fortement et clairement comme son contenu essentiel, doit se contenter, après l'analyse, d'un rôle tout à fait subalterne parmi les pensées du rêve. Le matériel de représentation, qui d'après ce que je ressens peut prétendre à être reconnu d'importance majeure parmi les pensées du rêve, n'est soit pas du tout remplacé dans le contenu du rêve, soit seulement par une allusion lointaine dans une région insignifiante du rêve. Je peux décrire ce fait de la manière suivante. Pendant le travail du rêve, l'intensité psychique passe des pensées et représentations auxquelles elle convient légitimement à d'autres pensées et représentations qui, à mon sens, ne peuvent prétendre à une telle mise en valeur. Nul autre processus ne contribue autant à cacher le sens du rêve et à me rendre méconnaissable la corrélation qui lie contenu du rêve et pensée du rêve. Au cours de ce processus que je nommerai déplacement du rêve, je constate aussi que l'intensité psychique, l'importance ou le potentiel d'affect de certaines pensées se transpose en vivacité sensorielle. Ce qu'il y a de plus net dans le contenu du rêve m'apparaît toujours comme le plus important. Mais c'est justement dans un élément indistinct du rêve que je peux souvent reconnaître le rejeton le plus direct de la pensée essentielle du rêve. Ce que j'ai nommé déplacement du rêve, je pourrais aussi le désigner du nom de transvaluation des valeurs psychiques. Mais je n'aurais pas donné une caractérisation exhaustive du phénomène si je n'ajoute que ce travail de déplacement ou de transvaluation se réalise à des degrés très variables dans les différents rêves. Il existe des rêves qui sont à la fois sensés et intelligibles, comme par exemple les rêves de désir non déguisés dont nous avons déjà parlé. Dans d'autres rêves, pas un élément des pensées du rêve n'a conservé sa valeur psychique propre, où l'essentiel de ce qui vient des pensées du rêve se montre entièrement remplacé par des éléments accessoires. Et entre ces deux extrêmes, nous pouvons reconnaître toute une série de transitions. Plus un rêve est obscur et confus, plus on est en droit d'attribuer un grand rôle au facteur déplacement dans sa formation. L'exemple que nous avons choisi pour notre analyse révèle un déplacement au moins sur un point. Son contenu apparaît comme centré autrement que les pensées du rêve. Au premier plan de ce contenu se place une situation dans laquelle une femme semble me faire des avances. Dans les pensées du rêve, l'accent est porté principalement sur le désir de jouir pour une fois d'un amour désintéressé qui ne coûte rien, et cette idée est cachée derrière l'expression « les beaux yeux » et l'allusion lointaine aux épinards. Si nous défaisons par l'analyse le déplacement du rêve, nous parvenons à des informations tout à fait certaines sur deux problèmes très discutés du rêve, l'excitateur du rêve et la corrélation rêve-vie de Veil. Il existe des rêves qui trahissent immédiatement leur attache aux événements du jour, dans d'autres, on ne découvre aucune trace d'une telle relation. Si alors on recourt à l'analyse, on peut démontrer que chaque rêve, sans exception possible, se rattache à une impression des jours précédents. Sans doute est-il plus exact de dire du dernier jour avant le rêve, du jour du rêve. L'impression à laquelle incombe le rôle excitateur du rêve
peut être si importante que nous ne nous étonnons pas de nous en occuper à l'état de veille, et dans ce cas, nous disons à bon droit que le rêve poursuit les intérêts principaux de la vie de veille. D'habitude, toutefois, quand le contenu du rêve présente une relation avec une impression du jour, celle-ci est si minime, insignifiante et digne d'oubli que nous ne parvenons pas à nous en souvenir sans quelque peine. Mais quand il est cohérent et intelligible, le contenu du rêve semble alors se préoccuper des bagatelles les plus indifférentes qui seraient indignes de notre intérêt à l'état de veille. Une bonne partie du mépris qu'inspire le rêve découle de ce que son contenu favorise ainsi ce qui est indifférent et sans valeur. L'analyse détruit le faux-semblant sur lequel ce jugement dédaigneux se fonde. Là où le contenu du rêve place au premier plan une impression différente en tant qu'excitateur du rêve, l'analyse met régulièrement en valeur l'événement important, à juste titre, générateur d'excitation, qui se substitue à l'événement indifférent avec lequel il a noué de nombreux liens associatifs. Là où le contenu du rêve traite un matériel de représentation sans signification et sans intérêt, l'analyse découvre les nombreux chemins de liaison grâce auxquels ces choses sans valeur sont en corrélation avec ce qui a le plus de valeur dans l'appréciation psychique faite par le rêveur. Si, au lieu de l'impression à bon endroit excitante, l'impression indifférente parvient à se faire admettre dans le contenu du rêve, ou au lieu du matériel à bon droit intéressant le matériel indifférent, il faut voir là uniquement des effets du travail de déplacement. Si l'on répond au problème que posent les excitateurs du rêve et la corrélation rêve-activité diurne selon nos nouvelles vues, ces vues auxquelles nous sommes parvenus par substitution du contenu latent du rêve au contenu manifeste, nous pouvons dire que le rêve ne s'occupe jamais de choses qui ne sont pas également dignes de notre intérêt dans la vie diurne, et que les bagatelles qui ne nous affectent pas dans la vie diurne ne sont pas non plus en mesure de nous poursuivre dans notre sommeil. Quel est l'excitateur du rêve dans l'exemple que nous avons choisi pour l'analyser ? L'événement vraiment sans importance que constitue le fait qu'un ami m'invita à prendre une voiture sans frais. La situation de la table d'hôte, telle qu'elle apparaît dans le rêve, contient une allusion à cette circonstance indifférente, car dans la conversation, j'avais établi un parallèle entre la voiture et la table d'hôte. Mais je peux aussi mentionner l'événement significatif qui se trouve remplacé par l'événement minime. Peu de jours auparavant, j'avais fait une assez grande dépense d'argent pour une personne de ma famille qui m'est très chère. Il n'y aurait rien d'étonnant, disaient les pensées du rêve, à ce que cette personne m'en soit reconnaissante. Cet amour ne serait pas sans frais. Or, l'amour sans frais se retrouve au premier plan des pensées du rêve. Comme j'ai fait, il y a peu de temps, plusieurs déplacements en voiture avec le parent en question, celui que je fais avec mon ami me met en situation de me souvenir de mes relations avec cette autre personne. L'impression indifférente qui, à la faveur de telles connexions, devient l'excitateur du rêve, est en outre soumise à une autre condition qui ne s'applique pas à la source effective du rêve. Elle doit, dans tous les cas, être récente, provenir du jour du rêve. Je ne puis abandonner le thème du déplacement du rêve, sans mentionner un curieux processus qui accompagne la formation du rêve, dans lequel condensation et déplacement agissent ensemble pour produire un effet. En parlant de la concentration, nous avons déjà vu le cas où deux représentations qui ont quelque chose en commun, un point de contact dans les pensées du rêve, se substituent dans le contenu du rêve par une représentation composite où un noyau plus ou moins distinct correspond à l'élément commun, des caractéristiques accessoires indistinctes aux traits particuliers des deux représentations. Un déplacement s'ajoute-t-il à cette condensation, il n'en résulte pas la formation d'une représentation composite, mais celle d'un élément commun moyen qui se comporte par rapport aux éléments isolés comme, pour prendre une analogie, la résultante par rapport à ses composantes dans le parallélogramme des forces.
Dans le contenu d'un de mes rêves, il est par exemple question d'une injection de propylène. Dans l'analyse, je n'arrive d'abord qu'à un événement indifférent agissant comme excitateur du rêve, dans lequel l'amylène joue un rôle. Je ne parviens pas encore à expliquer le changement de l'amylène en propylène, mais le souvenir de ma première visite à Munich, où les propylés me frappèrent, appartient aussi au cercle de pensée de ce même rêve. Le détail de l'analyse incline à penser que l'influence de ce second cercle de représentation sur le premier a provoqué le déplacement d'amylène vers propylène. Propylène est pour ainsi dire une représentation qui fait la moyenne entre amylène et propylé. Pour cette raison, il a pénétré dans le contenu du rêve à la manière d'un compromis, par une condensation et un déplacement simultanés. Ici, s'agissant de ce travail de déplacement, il devient encore plus urgent que dans le cas de la condensation de découvrir d'où proviennent ces effets énigmatiques du travail du rêve.